Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir au nom de l'INA donc, de vous accueillir pour ce lundi de l'INA un peu particulier ce soir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde sur notre plateau. Et nous en sommes ravis. Si vous êtes parmi nos fidèles, vous savez peut-être que nous avons l'habitude de travailler un certain nombre de séances en partenariat avec des étudiants et des étudiantes. Et c'est la première fois que nous avons le plaisir de travailler avec les étudiants d'INASUP qui ont accepté de jouer le jeu, c'est-à-dire de nous proposer une thématique, de travailler avec nous la sélection d'archives, de choisir les intervenants, les intervenantes pour animer la discussion ce soir et d'être aussi présente sur la scène elle-même pour animer les discussions. L'idée étant de former des futurs professionnels à cette analyse des archives, à l'organisation aussi de soirées avec des archives dont nous avons, comme vous le savez, la conviction qu'elles nous aident à penser, à réfléchir, et à discuter, à partager, voire à débattre parfois sur un certain nombre de sujets qui ont une grande résonance dans nos sociétés actuelles. Pour ce soir, elles nous ont proposé le fantastique à la télévision, qui avait déjà une longue histoire dans d'autres médias, la littérature, le cinéma, mais qui a connu peut-être une nouvelle jeunesse, une nouvelle fraîcheur, quand la télévision a proposé des programmes comme Belphégor, par exemple. Et ce n'était que le début d'une nouvelle tradition à la télévision qui a apporté sa pierre certainement à ce genre avec ses propres moyens. Et voilà, donc c'est Manon Berthet, Maya Labiad et Clara Sebastião, les étudiantes donc, qui ont, du Master Patrimoine qui ont choisi cette thématique, qui vont l'animer ce soir. Je les remercie. Et je leur confie aussi le soin de présenter nos intervenants. Maria Casabonne, journaliste, et Sylvain Perret, responsable éditorial chez Gaumont Vidéo. Je remercie très rapidement les collaborateurs, collaboratrices qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Marine Ploix-Bernier pour les recherches documentaires. Jean-Michel Briard, Pascal Flard, comme d'habitude, pour la technique et le montage. Catherine Gonard et Élodie Roblin pour la coordination et l'organisation. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Nous nous retrouvons à la fin de la soirée comme d'habitude pour un temps d'échange avec les intervenants. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait très plaisir d'être là ce soir et de vous y voir. Alors, comme a dit Madame Poil, ce soir, nous allons traiter de la thématique du fantastique qui a jalonné l'histoire de la télévision et de la radio française. Si vous êtes des fans des séances de minuit, de Jean-Pierre Donnet, de Belphégor et de tout autre type de créatures, si vous voulez savoir comment ces dernières ont été produites, diffusées et reçues à la télévision et à la radio, alors il semblerait que vous êtes au bon endroit. Donc avec nous avons deux amateuristes du genre, Marie Casabonne et Sylvain Perret. Sylvain Perret, vous êtes journaliste, tu es journaliste responsable, comme l'a dit Madame Peul, chez Gaumont Pathé Vidéo, et tu as écrit un ouvrage sur le cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet, dont on aura l'occasion de voir un extrait. Exactement. Voilà. Et Marie, tu es journaliste, responsable édito aussi chez Univers Ciné, et tu as écrit et fait des recherches sur le cinéma d'horreur et précisément sur le slasher. C'est ça. Voilà, avec un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps. Quelques temps. Voilà. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais en attendant, place aux images et au son. On vous laisse les 10 minutes d'archives. Voilà, Belphégor, 1965, 15 millions de téléspectateurs. Donc c'est un moment très important dans la télévision française et particulièrement pour le fantastique. Est-ce que on se demandait si c'était vraiment ça le début du fantastique à la télévision française, et aussi peut-être faudrait-il définir ce que c'est que le fantastique, parce que certains ne considéraient peut-être pas Belphégor comme faisant partie du genre. Sylvain, peut-être que tu as une idée. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Peut-être commencer par la définition. Ouais. La définition du fantastique. On
on va essayer de mettre des écueils peut-être et essayer de tout rassembler. Parce que chacun a sa définition un peu du fantastique ou du cinéma de genre ou du cinéma d'exploitation. C'est des choses qui sont un petit peu... qui passent d'un camp à l'autre, etc. C'est un peu compliqué. Le fantastique, c'est tout simplement quand on a dans un univers un peu réel, l'irréel qui vient s'immiscer de manière plus ou moins diffuse. Par exemple, vous êtes chez vous, etc. Et puis des zombies arrivent. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui, dans un réel probable, un irréel vient. On pourrait rajouter aussi à ça, sous la dénomination fantastique, on va dire le merveilleux. Là, le merveilleux, c'est un peu différent. C'est quand tout est irréel, comme de l'heroic fantasy ou comme un univers par exemple, à la Seigneur des Anneaux. Le fantastique est là de base et personne ne s'étonne de voir des dragons ou des... Tiens, c'est le dragon de 8h moins le quart, etc. Personne ne s'étonne. On accepte cet univers-là, alors que dans le fantastique tel qu'on pourrait l'entendre, quelque chose d'étrange, et on ne sait pas si c'est réel ou pas, arrive dans l'histoire. On pourrait rajouter aussi la science-fiction, comme on l'a dit, parce que le navire étoile, c'est de la science-fiction, donc est-ce que c'est du fantastique? Oui, d'une certaine manière. Donc je pense déjà qu'avec ces trois genres, on arrive déjà à avoir une sorte de petite bulle à laquelle il faut quand même enlever des choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un film de science-fiction en France qui, dans les années 95, a battu quasiment tous les records du cinéma français. C'est une histoire de voyage dans le temps, avec des personnes qui passent du Moyen-Âge au temps présent, avec des paradoxes temporels, ils essaient de revenir à leur époque. C'est Les Visiteurs. Et voilà, tout de suite, Clara rigole. Pourquoi? Parce que Les Visiteurs, on va avoir tendance à dire « bah non, c'est pas du fantastique » ou « si, il y a tous les ingrédients ». Par contre, là où on va l'enlever, c'est que c'est plus, à mon avis, une comédie qu'un film de science-fiction ou fantastique. C'est-à-dire que c'est un récit qui va prendre certains codes prétextes, mais le vrai sujet, c'est la comédie. C'est Jacouille, c'est ça le vrai sujet. Dans le même style, on peut dire que Louis de Funès a joué dans deux des films de science-fiction qui ont fait le plus d'entrées. C'est Le Gendarme et les Gendarmettes et La Soupe aux choux. Vous voyez où je veux en venir? Déjà, on entend un peu le rire, c'est pareil, c'est le même principe. C'est pas de la science-fiction, même s'il y a des codes de science-fiction qui traînent là, peut-être parce qu'il y avait Star Wars, La Guerre des Étoiles qui était sortie avant, donc ça intéresse les gens, on peut capitaliser dessus. Mais Cruchot ou le personnage de La Soupe aux choux, c'est pas Skywalker, c'est pas du tout le même univers. Donc on va peut-être, si vous voulez bien, les enlever, les mettre de côté, parce que on pourrait dire qu'effectivement, quand on dit que la science-fiction ne marche pas ou que le fantastique ne marche pas en France, si vous sortez ces arguments-là, on va vous les renvoyer un peu dans les corps en disant non mais soyons sérieux, du fantastique ou de la science-fiction tel qu'on l'entend. Il y a aussi quelque chose, mais on le verra peut-être dans la troisième partie, si vous voulez bien. Vous pouvez changer, vous ne pouvez ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème dans le public. Je pense qu'il y a des faux amis aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est le cinéma. Je pense que c'est une des caractéristiques du fantastique en France. Il y a quelque chose où on aime bien mélanger le fantastique à autre chose. Quasiment tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague ont fait un film qui s'apparente au fantastique, par exemple. C'est plus Truffaut avec adaptation de Fahrenheit 451, Godard avec Alphaville, Chabrol. René, j'en parle pas, il était un grand amateur et il a fait des films comme Providence ou Je t'aime, si je me trompe pas dans le tout, c'est ça, qui est un pur film fantastique. Chabrol a fait des films un peu étranges et mystérieux comme Alice. C'est Alice, quelque chose un peu fantastique et surréaliste. Mais c'est souvent des principes pour faire autre chose. Alice ou La Dernière Fugue. Exactement, merci Clara. Donc le fantastique intéresse quand même des réalisateurs, mais souvent c'est pour raconter autre chose ou prendre par un autre biais. Et aujourd'hui, il y a des vrais débats entre des films fantastiques qui sortent en salle. Est-ce que ce sont des films fantastiques ou est-ce que ce sont des films qui veulent raconter quelque chose de plus d'auteur, j'aime pas ce terme, mais voilà, quelque chose autre chose et qui prend un apparat fantastique. Un peu comme La Soupe aux choux, mais sur un ton un peu différent. Est-ce que c'est un drame français matinée de fantastique, tout comme La Soupe aux choux est un film de science-fiction, une comédie matinée de fantastique? Et en plus, ça inspire du coup beaucoup les auteurs de télé qui vont eux-mêmes reprendre comme tu dis, cette définition du fantastique qui n'en est pas vraiment une, oui. Un peu un mélange, mais pour la télévision. Et aussi, c'est des films qui, pour certains, vont pas être diffusés, comme ceux que tu citais, à la télé, parce que justement, trop fantastique ou pas assez, puisqu'on ne rentre pas tout à fait dans ces cases. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Marie?
Moi, je pense que je reviens sur ce que tu disais, Sylvain, sur le fait qu'en France, on mélange beaucoup le fantastique à d'autres genres. Ça peut être du polar, de la comédie, comme tu disais, de l'action, autre chose. Je pense que c'est aussi une manière plus facile de faire produire les projets, que ce soit des films ou des séries. Et évidemment, les gendarmettes, c'est des exemples un peu extrêmes, mais même les visiteurs, en fait, si on regarde, certes, c'est une comédie, mais il y a quand même des scènes, enfin je sais pas, l'ouverture elle est hyper, il y a des scènes assez épiques et je pense que ça aurait été un projet beaucoup plus difficile à porter sans le côté comique et puis bon, le film aurait peut-être pas eu la même postérité, mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne toujours aujourd'hui. Par exemple, pour des exemples plus récents, des choses françaises, des séries françaises comme HeroCorp de Simon Astier ou comme Le Visiteur du Futur. Bon, en plus, c'est des choses qui ont commencé, surtout Le Visiteur, c'était une web-série à la base qui a fini par être récupérée par Ankama et diffusée sur France Télé. Mais c'était à la base des comédies et je pense que c'est ça qui fait peut-être entrer un public plus large et qui fait aussi qu'à un moment, comme ça marche et que ça décolle un peu, des financeurs viennent derrière pour soutenir le projet alors que quelque chose de science-fiction pure et dure serait peut-être plus difficile à produire. Je pense que c'est une caractéristique française, je dirais. Il y a très peu de films purs dans ces domaines-là. Ça ne me vient pas forcément en tête. Même si ça change un peu, on a quelques contre-exemples, mais je pense que la majorité, c'est souvent des sujets impurs. Et à la télévision, pour revenir, la télévision a été extrêmement prolifique. Alors on en a parlé tout à l'heure, le premier film ou la première production télévisuelle française de fantastique, donc fantastique, merveilleux, science-fiction, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et il y a quelque chose il va y avoir énormément de production. Et très souvent, il y a un auteur qui est attaché derrière. Un auteur, une œuvre littéraire, plus exactement. Il y a une œuvre littéraire derrière, comme pour rassurer, comme pour légitimer la chose. Gaston Leroux va servir pour faire la poupée sanglante, qui va traumatiser un nombre incroyable de spectateurs quand ça va être diffusé. Mais je pense que sans Gaston Leroux derrière, il y avait un côté un petit peu, soyons sérieux, c'est de l'horreur, ou c'est l'horreur qui est aussi une sorte de composante du genre un peu voisine, etc. Donc il y a souvent des auteurs. Jules Verne va être adapté, Marcel Aimé va être adapté, plein d'auteurs. Mais c'est ce que dit Michel Subiela, par exemple, sur Le Navire Étoile, qu'on a pu entendre tout à l'heure. Oui, il dit qu'à l'époque, même ça, c'était difficile, parce qu'il a vraiment fait beaucoup pour faire rentrer le fantastique à la télé, le faire passer de l'œuvre écrite à l'image animée et à la télévision, et le faire rentrer du coup, dans le quotidien des foyers, parce qu'après, évidemment, ça devenait des feuilletons, comme on a vu là dans les images qui sont assez chouettes, de personnes qui disent oui, j'ai regardé hier soir, j'ai annulé tous mes plans, ou alors celle qui dit qu'elle est rentrée de soirée, que le lendemain, comme il n'y avait pas encore de replay, elle a appelé ses potes pour savoir ce qui s'était passé. Et il y a aussi un côté où on va fidéliser le public et on voit que les personnes qui parlaient là, c'est plutôt un public assez jeune et c'est ce que disait Subiela dans l'archive qu'on a écouté de Mauvais Genre. C'est qu'en fait, c'est ce qui plaît aux jeunes à l'époque, c'est ce qu'ils lisent. Et en fait, lui, à l'époque, il doit un peu se battre pour essayer de faire comprendre ça aux personnes qui produisent et qui ont l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, ça change aussi parce que les personnes qui sont à la fois côté production, aujourd'hui, elles ont grandi. C'est des gens qui ont plus ou moins notre âge, enfin plus le nôtre que le vôtre. Mais voilà, c'est des gens qui ont grandi avec tout ça à la télé, avec des VHS, ensuite des Blu-ray, et qui en fait connaissent tout ça. Et c'est peut-être moins difficile aujourd'hui pour les convaincre de faire quelque chose en science-fiction, de faire un projet, comme on disait, peut-être un peu moins mélangé avec d'autres genres, quoi. Mais même aujourd'hui, en fait, moi, ce qui m'a frappé quand on voit ces archives, en fait, c'est que c'est un discours que j'entends encore souvent quand je parle à des scénaristes, à des réalisateurs sur des projets qui passent pas, qui se font retoquer ou qui sont obligés d'être modifiés. Enfin, plein de gens qui me parlent de super projets qui voient jamais le jour parce que c'est le jeu aussi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, même aujourd'hui, de faire produire des choses en science-fiction ou même juste en fantastique. Mais vous parlez beaucoup de littérature et Subiela en parle aussi beaucoup. En fait, on a un très fort lien entre la production télévisuelle et les œuvres littéraires. Est-ce que vous avez identifié un moment où le scénario va se détacher justement des œuvres pour vraiment devenir juste le téléfilm à part entière, détaché de toute œuvre littéraire autre? À partir de quand on n'est plus sur de l'adaptation, mais vraiment de la création pure? Ou est-ce qu'il y a des œuvres particulières qui vous ont marqué? Je ne sais pas exactement, mais
Par exemple, tout à l'heure, on parlait, avant qu'on commence, on parlait entre nous des brigades j'ai plus le nom, les Brigade du Maléfice. le tribunal de l'impossible, ouais, et qui reprenait beaucoup de... En fait, s'ils se basaient pas, on parlait de se baser sur des romans et sur des œuvres littéraires, là, ça se basait sur des faits non élucidés, des affaires qu'on prétendait plus ou moins fantastiques, et donc, par exemple, il y a en fait, c'est des téléfilms d'1h30, il y en a un sur la bête du Gévaudan, par exemple, qui est un peu l'inspiration du Pacte des loups. Je crois que d'ailleurs l'épisode était même dans les bonus du DVD à l'époque, avec, il me semble qu'il y avait une interview croisée entre Subiela et Gans. Et du coup, il y a quand même ce côté où on va s'ancrer dans quelque chose de très français. Même si c'est plus de la littérature, ça va être dans des... même comme Belphégor, on est quand même dans le Louvre. Enfin, il y a quelque chose de très, très identifiable, je pense qui sert de porte d'entrée à des personnes qui n'ont pas forcément attirées par le fantastique en premier lieu, mais qui vont se dire ah bah tiens, l'histoire de la bête du Gévaudan, ça me parle, ou un fantôme, ou en tout cas quelque chose de non élucidé au Louvre, ça me parle. Et c'est pour ça que je pense que moi, j'ai découvert, grâce à vos archives, pas mal de choses que je ne connaissais pas, parce qu'on ne s'imagine pas tout ce qu'il y avait dans les années 60-70 de fantastique vraiment français à la télévision, parce que moi, j'ai grandi dans les années 90, et ce qu'on voyait, c'était souvent plutôt des productions américaines, et je pense qu'il y a une rupture un peu dans ces années-là à la télé française, où on a peut-être produit moins de choses en France, et on montrait plus de choses américaines. Mais je pense que, voilà, en tout cas, je ne sais pas exactement à quel moment le switch se fait, mais je pense qu'on a aussi beaucoup parlé du fait divers au sens large français, et peut-être un peu des sciences occultes, des croyances populaires françaises. Pareil, sur ce point-là, j'ai pas vraiment la réponse. Peut-être que quand la télévision quand les chaînes privées arrivent, peut-être que ça modifie un petit peu les choses, et qu'il y a des productions étrangères qui vont être achetées plus facilement pour alimenter les chaînes de télé. Donc je pense que dans les années 90, il y a peut-être un changement, mais je pense ça avec vraiment des pincettes. Par contre, pour revenir sur la littérature, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le cas de Barjavel, qui est un des inventeurs de la science-fiction française, mais même mondiale. C'est-à-dire que Ravage, c'est le roman... un des romans classiques de la science-fiction française qui sort dans les années 40. Et c'est un roman qui n'a jamais été adapté. C'est assez étonnant. Pourtant, Barjavel va travailler pour le cinéma pendant très très longtemps. Une fois sa filmographie, il a été scénariste, il a été dialoguiste de films de Duvivier, d'une quarantaine ou une cinquantaine d'œuvres, et il n'aura jamais au cinéma de personnes qui vont s'intéresser à lui en disant on va adapter Ravage, on va adapter La Nuit des Temps, on va adapter quelque chose, une autre idée que tu aurais et que tu pourrais développer pour le cinéma. Pourtant, il avait écrit sur le cinéma, donc ils étaient intéressés par ça. Par contre, le seul médium qui va s'intéresser à lui, il va y avoir 2 ou 3 adaptations, une en série, une pièce de théâtre filmée, c'est la télévision. Donc il y a aussi ce refuge-là, c'est assez étonnant. Or, la science-fiction, par exemple, c'est quelque chose qui demande peut-être plus de moyens, donc c'est étonnant qu'on n'ait pas l'idée au cinéma de faire appel à lui. Je trouve que c'est un exemple, mais je trouve que ça cristallise une sorte de paradoxe toujours. Surtout quand on voit que une série comme Belphégor, 15 millions, c'est quand même hallucinant quand on y réfléchit. 15 millions de personnes, ils sont devant la même série. Alors même il y a moins de chaînes, etc. Mais c'est vraiment un phénomène. Et l'autre chose qui est très intéressante aussi, c'est quand à la fin on dit la série était rediffusée que 2 fois, même si il y avait des VHS à un certain moment, mais que 2 fois, et que ça soit aussi populaire. On connaît tous, même si on n'a pas vu, quoi. C'est quelque chose de Belphégor, le fantôme d'opéra, mais c'est pas parce qu'il y a eu un film après, c'est parce que c'est dans l'inconscient collectif. Donc c'est dans la culture collective française. Donc c'est assez impressionnant. Et alors, comment vous expliquez le fait, justement, par exemple, que la télé, elle permet un processus créatif et elle prend des risques, alors que, comme tu disais, pour adapter, par exemple, Barjavel ou pour faire des télédrames, des choses qu'on ne verrait pas, du coup, dans d'autres médiums. Et en plus, puisque ça touche un public différent, parce que la télé, c'est quand même un truc qui est dans notre maison. C'est un média qui est très différent de ce qu'on peut trouver quand on va acheter un bouquin de science-fiction ou quand on va aller justement prendre son billet au cinéma. Est-ce que vous voyez un processus créatif télévisuel à peu près différent, par exemple, pour ce genre de... Non. Non, je vois pas de... J'ai pas la réponse, il y en a certainement une, mais je connais pas assez le sujet, malheureusement, pour donner un point de vue là-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs périodes, parce qu'il y a un ouvrage qui existe sur le sujet de la du fantastique, merveilleux, science-fiction et fantastique à la télévision française, de Jacques Baudou,
coécrit par Jacques Baudou, qui revient dessus, qui dit qu'il y a plusieurs périodes. Donc il y a 51 avec... qui est sorti aux éditions de l'INA. Exactement. Exactement. Mais qui n'a pas réédité depuis 25 ans. Donc si ça peut vous donner des idées, ce serait super. Non, mais le livre est vraiment très très bien, c'est qu'il va lister le nombre de productions qu'il y a eu, et c'est hallucinant, parce qu'il y a... Alors ça a un peu changé. Alors j'ai vexé... Non, ça a un peu changé depuis quelques années, notamment grâce à il y a eu des éditions vidéo en DVD, et puis bien sûr il y a Madeleine qui a permis d'exhumer, ou qui permet toujours d'exhumer des choses. Ce livre est un petit peu incomplet, parce que déjà il se finit en 95. Donc de 95 à 2024, vous imaginez bien qu'il y a énormément d'autres productions qui ont été faites. Et même, il y a quelques petites productions qui ont pu passer entre les mailles du filet. Mais quand même, ça reste une Bible. Et on se rend compte qu'il y a énormément de productions qui ont été faites à la télévision française. Que ce soit sous forme de séries, que ce soit sous forme d'unitaires. C'est assez impressionnant. Et on a aussi des télédrames qui sont du coup en live. Et ça permet quand même, c'est étonnant, parce que ça permet de filmer en même temps ce qui va être directement quasiment pas monté. Oui, c'est comme une pièce de théâtre qui serait retransmise en direct, mais avec plus d'indications, parce que c'est des indications de cinéma. Donc soit il y a des plateaux qui tournent. Il y avait des séries anglaises qui faisaient ça, par exemple. Et quand il y avait une rediffusion, les acteurs rejouaient. C'était... Et on a ça aussi dans la radio, parce que du coup, des scripts écrits de radio fictionnés, voilà. Et du coup, on a des productions très, très diverses, finalement, et du coup aussi qui touchent un public. Oui, mais peut-être que justement, comme il y avait plusieurs publics, ils se disaient qu'on va en faire un petit peu pour ce public-là. Bon, on a fait les classiques de la littérature, on a fait Zola, on a fait Balzac. On va faire aussi cette nouvelle de Balzac qui est un peu de science-fiction. Et puis voilà, là on parle c'est une catégorie, un îlot sur cet océan de production qui était très diversifié. Peut-être qu'ils avaient cette volonté de toucher un peu tous les publics. Après, je pense qu'il y avait aussi des choses qui ne coûtaient pas forcément très très cher à produire, comme je crois que c'était La Brigade des Maléfices, qui en fait c'est un peu du polar avec un côté un peu mystérieux. On sait pas, il y a des enlèvements, des choses, on ne sait pas s'il y a des faits, des trucs. Il y a un voyant, enfin quelqu'un qui est un peu qui a des dons de voyance. Et c'est des choses qui coûtent pas très cher à mettre en image au final, parce que tout est dans l'écriture. Mais au final, on voit des personnes, on ne sait pas si elles sont réelles. Ou je parlais tout à l'heure de la bête du Gévaudan. En fait, on voit jamais la bête dans le film dure 1h30, on la voit jamais. En fait, les seules images qu'on a d'elle, c'est une vue subjective. Donc évidemment, ça coûte pas plus cher. Au final, c'est quelques chasseurs et quelques envoyés du roi en perruque un peu poudrés avec quelques costumes, mais c'est pas des choses qui coûtent cher à tourner. Et puis à l'époque, il y avait pas beaucoup d'alternatives, donc je pense que c'était aussi un moindre risque. Il y avait pas la concurrence du cinéma et de plein d'autres choses. Donc je pense que si c'était peut-être plus sûr de créer quelque chose au début du fantastique à la télévision que de créer quelque chose aujourd'hui avec toute la concurrence à la fois du cinéma, de plein d'autres médiums, des plateformes et d'autres pays. Parce qu'en fait, évidemment, on va, j'imagine, en parler peut-être un peu plus tard, mais il y a aussi la concurrence des films et des séries, notamment américains et américaines, dans tout ça. Oui, mais on voit bien, par exemple, ils disent Belphégor est sorti pour un peu concurrencer Zorro. Et aussi, on peut se demander si c'est pas pour le type public de niche un moyen de toucher et d'être sûr d'avoir ce public. Comme tu disais, Belphégor, c'est quand même 15 millions, alors qu'à cette époque, il n'y avait pas grand monde. Et puis aussi, on retrouve aussi des productions avec des noms assez connus, comme Mini Chronique, écrit par Goscinny. À ce moment-là, Goscinny avait quand même une certaine renommée, et donc on permet à certains auteurs de les placer sur ces productions, comme tu disais, assez... Ou même Juliette Gréco, qu'on voyait dans l'archive. Absolument. Juliette Gréco, d'ailleurs, qui est un personnage assez surprenant et qui a ce rôle central de Belphégor, et qui est une femme, en fait. Et ça va être assez rare, finalement, après, de retrouver des femmes avec un rôle aussi central et un rôle de personnage un peu mystérieux, sans jouer justement sur son sexe, en fait, mais juste en qualité d'acteur. Enfin, c'était assez révolutionnaire aussi pour l'époque, de la placer comme ça. On n'était peut-être pas encore tombé dans des tropes de la demoiselle en détresse et de la victime féminine face au monstre. Alors, je vous propose du coup, peut-être maintenant qu'on a bien cerné notre sujet et qu'on sait ce qui se faisait à la télévision française à l'époque, de parler de la manière dont ça a été diffusé.
sur la télévision, puisqu'on a eu le format série dont on a amplement parlé avec Belphégor, mais on a eu aussi des émissions dédiées à la diffusion du cinéma fantastique. Donc on peut peut-être commencer à explorer ça avec la deuxième salve d'archives et puis échanger ensemble juste après. Alors, pour ce qui est de montrer ce cinéma, ça commence d'une part quand même dans les salles de cinéma. On a plusieurs propositions de programmes, notamment les séances de minuit. On va coupler les films entre eux, passer à un film majeur, donc film dit A, coupler à un film dit mineur, donc film B, d'où l'appellation série B. On invente des formules pour ce cinéma-là, mais du coup, à la télévision, comment on va diffuser le fantastique ? Je pense que Sylvain t'en parlera sûrement plus que moi, vu que tu as quand même écrit un livre sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on en parlait entre nous tout à l'heure. Moi, je disais qu'à mon époque, je suis née un peu... Quand j'avais l'âge de voir ces films-là, j'étais un peu sur la fin des vidéoclubs et on n'avait pas encore de lecteur DVD chez nous, parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Et moi, c'est vraiment Canal+, et notamment Cinéma de quartier, et même les chaînes du câble sur CanalSat, qui ont fait un peu mon éducation au cinéma, parce qu'à l'époque, c'était très, très compliqué de télécharger des films en 56K sur la ligne téléphonique. Enfin, c'était un enfer. Il fallait une semaine ou deux pour avoir un film. Et du coup, moi, c'est vraiment Canal+, avec des cases dédiées au cinéma fantastique, au cinéma étranger, à des films qu'on voyait pas ailleurs. En fait, c'était assez compliqué de les voir par d'autres canaux. Et en plus, moi j'avais en plus un filtre parental en la personne de ma mère qui voulait surtout pas que je voie des films d'horreur, et elle a très bien réussi dans son travail. Et du coup, même quand on avait les abonnements et le décodeur Canal+ chez soi, il y avait le dernier filtre qui était celui de ta mère qui te disait que tu vas te coucher. Et nous, en fait, on avait dans la cour du collège, je me souviens, on se faisait des petits trafics de VHS. On avait des potes qui enregistraient les trucs, qui nous les passaient. On les regardait le mercredi après-midi quand nos parents n'étaient pas là, avec nos petits frères et sœurs qui avaient très peur. Et c'était toute une découverte. Les films n'étaient pas toujours incroyables, mais tout le truc qu'il y avait autour était super, quoi. Oui, il y a plusieurs trucs. Cinéma de quartier, c'est une émission qui arrive sur Canal en 1990 et qui va s'arrêter en 2007. Le principe, il faut bien imaginer ce qu'était Canal à l'époque. C'est une nouvelle chaîne qui arrive au milieu des années 80. Et le but de Canal, c'est de proposer tout ce qu'on n'a pas ailleurs. Des films en avant-première, des programmes parfois complètement autres. C'est-à-dire qu'il y avait tous les sports étaient représentés. C'était assez fou. Il y a des corridas, tous les sports un peu, des matchs de boules, la pétanque. Enfin, c'était fou. Et c'était une sorte de laboratoire où le but de la chaîne, c'était de montrer tout ce qu'on ne verra pas ailleurs. Là-dedans, quelques années après le début de la chaîne, donc on arrive en 89, 90, Pierre Lescure dit à Jean-Pierre Dionnet, qui lui avait fait une émission sur France Télévisions qui s'appelait Antenne 2, c'est ça, Antenne 2, qui s'appelait Les Enfants du Rock. Maintenant c'est France 2 pour les gens qui n'ont pas mon âge. Il présentait des groupes de rock un peu alternatifs, etc. Jean-Pierre Dionnet, c'est une figure majeure de la contre-culture, parce qu'avant il était aux commandes de Métal Hurlant, donc pareil, contre-culture de la BD, puis après contre-culture musicale avec cette émission. Et puis il arrive sur Canal au moment où Pierre Lescure lui dit: écoute, voilà, tu peux avoir une émission de cinéma, il y a une... c'est hebdomadaire, tu commences, voilà, on t'explique comment ça marche rapidement, on te donne un peu d'argent pour que tu commences à créer ta structure et acheter des films. Et pour ce qui est de la programmation, tu les présentes, et il y a eu plusieurs contraintes. La première contrainte majeure, c'est qu'il faut que ce soit des films français. Pourquoi ? C'est pas pour l'amour de l'art, il faut ou des coproductions françaises, parce que comme ça nous permet de respecter des quotas. Et si on passe toutes les semaines des films franco-italiens ou français ou franco-anglais, à la fin on aura une place de plus pour passer dans les quotas un film américain qui va nous rapporter plus d'argent. Donc toi tu fais tes bêtises, et nous ça nous permet de passer plus de films qui vont nous générer des abonnés. Parce que le principe de Canal était assez intéressant. Son but, c'est pas de faire de l'audience, contrairement à TF1 par exemple. À l'époque, c'était d'avoir des abonnés. Si les abonnés restent abonnés, c'est bon. S'ils ont ce qu'ils veulent, s'ils regardent ou pas la télévision, s'ils sont assez contents pour continuer à payer leur abonnement tous les mois, c'est suffisant. Donc à partir de là, c'est un laboratoire incroyable. Et Cinéma de quartier
naît dans cette ébullition où il y a les Guignols de l'info qui vont ringardiser totalement une émission qui était le Collaro Show, le Bébête Show. Voilà, en un an, c'est fini. L'émission va s'arrêter, ou un an ou 2 ans, le Bébé Show va s'arrêter parce que c'est complètement ringard. On est passé, il y a 10 ans de différence entre les deux émissions. Il suffit de zapper. Donc bon, on va arrêter, on va passer à autre chose. Il y a Nulle part ailleurs, il y a des émissions un peu folles, il y a des nuits, etc. C'est vraiment un laboratoire de propositions un peu différentes. Cinéma de quartier là-dedans va être un peu le laboratoire à films un peu étrange et autres. Et le but, c'est aussi que ce soit une émission pour enfants. C'est-à-dire que on a du mal quand on voit la bande-annonce qui date de 2002, c'est ça 2001-2002. Donc c'est plus tard. Déjà, l'émission a 10 ou 11 ans derrière elle. Mais quand l'émission commence, dans une interview, on est en 92 ou 93, Jean-Pierre Dionnet dit « Mon émission, si je devais la décrire, c'est entre le Club Dorothée et le cinéma de minuit. » Dit comme ça fait toujours un peu sourire, etc. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants puissent regarder, que les parents puissent laisser leurs enfants devant cette émission, qui passe pas que du fantastique, qui passe toute une sorte de culture qui est encore considérée comme une sous-culture. Du péplum, du western, du mélodrame. À un moment, ça marchera, donc il continuera à passer du mélodrame. Et puis quand il ne trouvera plus de bon mélodrame, il passera à un autre genre, etc. Un peu de science-fiction anglaise, de la Hammer. Bon, pas les plus horrifiques, hein, ceux qu'on peut passer à tout le monde, les Terence Fisher, mais pas tous les Dracula, quelques Dracula, etc. Donc c'est quelque chose un peu grand public. Même s'il y a des choses qui sont assez, on va pas dire aberrantes, mais étonnantes pour des enfants. Quand ils passent un western comme Le Grand Silence de Sergio Corbucci, c'est un western qui est très très noir, mais il va quand même le passer dans ces cases-là. On va dire, il passe un peu entre les gouttes. Mais à la base, son principe, c'est ça. Et là-dedans, il va se retrouver à passer de 90 à 2007 toute une série de productions qui sont considérées comme de la culture populaire, la sous-culture. Après, ça va devenir de la contre-culture. Parce qu'on se rend compte très rapidement que ce cinéma-là, il a ses adeptes qui sont plus âgés et qui s'intéressent à ce cinéma-là. Quand l'émission finit, c'est devenu la culture dominante. Entre-temps, il y a Tarantino qui est passé, qui a eu une Palme d'Or. Il y a eu le DVD qui est arrivé, qui a un peu réévalué tout ce cinéma-là. Et Argento est devenu un auteur. Terence Fisher passe à la Cinémathèque. C'est plié, c'est fait. Et quand il finit son émission en 2007, il commence en disant, voilà, il ne fait pas la présentation du film comme il faisait à chaque fois. Il dit, nous avons gagné ce soir. Et il fait tout un texte en expliquant que, comme ce titre de film de Robert Wise, ce cinéma-là qui est la contre-culture, maintenant c'est acté, quoi. Il y a des bouquins sur le sujet, le cinéma de Hong Kong, on fait des rétrospectives, encore maintenant. Donc c'est plus considéré comme un cinéma mineur, c'est devenu un cinéma, je dirais même pas majeur, je dirais dominant. C'est-à-dire que personne n'ira dire Dario Argento ou Mario Bava dans cette émission-là, Cinéma de quartier, et même La Petite Sœur, qui est Quartier Interdit, qui est une version, on va dire, plus ado, en tout cas pour adultes, qui passe des films d'horreur comme Arachnophobia, comme des films d'horreur comme Ring, qui arrivait, une émission qui a duré 2 saisons. Tout ce cinéma-là, il est dominant. Donc il n'y a plus de mépris ou de regard nostalgique dessus. C'est du cinéma, c'est admis, quoi. Personne n'ira dire que ce cinéma-là n'est plus noble. C'est du cinéma populaire. Et oui. Dionnet, au-delà, plus que cinéma populaire, excuse-moi, c'est aussi du cinéma qui est admis. Par la grande critique. C'est-à-dire que comme je disais, c'est pas parce qu'un film de Funès était populaire à cette époque-là encore, mais jamais la Cinémathèque n'irait passer un cycle. Je suis pas obsédé par De Funès, mais ça tombe comme ça. N'irait passer faire un cycle à De Funès. Ils l'ont fait en 2020, pardon, un hommage à De Funès avec des textes théoriques qui allaient analyser un petit peu sa carrière, etc. À l'époque, c'était inimaginable. Donc, mais voilà. C'est quand même admis on peut avoir aujourd'hui un texte sur Jess Franco dans les cahiers du cinéma, personne ne sera étonné. Alors qu'il y a quelques années, quand il y a eu une rétro Jess Franco à la Cinémathèque, il y a Feu Michel Simon de Positif qui s'était insurgé en disant mais pourquoi on passe ça, etc. Alors c'est stimulant, ça crée le débat, mais aujourd'hui il y a un consensus. Non, mais tout peut passer à la Cinémathèque, tout peut. Le défaut est peut-être inverse, c'est qu'on met tout on a peut-être tendance à tout mettre sur le même niveau, voire même à dire que Fellini est plus obscur que un petit film de Dario Argento ou de Mario Bava. Ça passe à la télé aussi. Ça passe à télé. Après, la télé aujourd'hui n'a plus rien à voir aussi avec la télé qu'on avait avant. C'est-à-dire que je pense que ce soir, on va regarder un programme et on va peut-être 2 ou 3 regarder la même chose, ce qui est assez étonnant. On n'est pas beaucoup dans la salle, mais quand même, c'est plus un lieu où on regarde. C'est plus, comme on disait au début, c'était le feu de cheminée. C'est-à-dire que tout le monde mettait toujours, et puis on regardait tous le programme, tout comme on se racontait des histoires d'horreur. Maintenant, chacun regarde son histoire d'horreur ou son histoire, chacun de son côté.
Je le dis sans nostalgie ou quoi. Hein, Et justement, je voulais revenir sur la diffusion à la télé et l'impact des plateformes de streaming et comment ça a changé en fait cette vision des films fantastiques et comment la télé aujourd'hui peut encore garder un public en fait devant son écran, voire même les salles de cinéma finalement, puisque les plateformes de streaming prennent de plus en plus de place. Je pense que c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, ce que tu disais sur Canal, c'est vrai que c'était un vrai laboratoire d'expérimentation à l'époque. Et aujourd'hui, à la télé, il n'y a plus ça du tout. En fait, quelle chaîne a comme ça des cases pour des films même de genre, quoi. À part reprendre, une fois que la chronologie des médias est respectée, reprendre des films qui sont sortis en salle, mais il n'y a pas vraiment de création. Même des séries, c'est quand même toujours compliqué. En fait, à part... je pense que les Revenants, qui est une série qui est sortie en 2012, je crois, sur Canal+, et qui a eu une vraie reconnaissance par la critique, par le public, et une reconnaissance mondiale, puisqu'elle a gagné un Emmy, elle a été remakée aux États-Unis, et je pense qu'elle a ouvert des portes côté production pour le genre et le fantastique en France. Et du coup, il y a eu quelques trucs à la télé, notamment à Arte, mais c'était... sur la dernière décennie, j'ai l'impression que c'était beaucoup des programmes très courts, des séries un peu en one-shot, des mini-séries de 3 ou 6 épisodes, quelque chose qu'on pouvait regarder en une soirée et qui prenait qu'une seule case de programmation. Je pense que c'était pas, comme on disait tout à l'heure dans les toutes premières archives, c'était pas des feuilletons, c'était pas des choses qui revenaient toutes les semaines et que les gens attendaient le jeudi soir ou tel soir de la semaine. Et je pense qu'aujourd'hui, les plateformes, et notamment évidemment les plateformes américaines, elles mettent beaucoup plus d'argent pour plein de films. Par exemple, là, on a l'exemple de Vermine qui vient de dépasser les 200 000 entrées alors qu'il vient de sortir là, le 27 décembre. C'est un film qui est sponsorisé par Netflix, quoi. Il sort en salle, mais c'est déjà un tout petit budget, hein, mais c'est Netflix qui a payé le film. Et je ne suis pas sûre qu'on aurait pu avoir le même film avec la même qualité, financé par les réseaux classiques. Et même, il y a plein de projets. Hein. Il y a plein de séries Amazon Prime, des séries Paramount, plein de séries. En fait, je pense qu'aujourd'hui, surtout le public assez jeune, et quand je dis jeune, j'essaie de m'inclure dedans, mais je pense que les gens jusqu'à 30-35 ans, je pense qu'ils n'ont plus du tout le réflexe télé, en fait. Moi, j'ai une télé, je ne l'ai pas allumée depuis très longtemps. Enfin, je m'en sers pour regarder des films, je m'en sers pour streamer depuis mon ordi, mais je ne regarde pas de chaîne de télé, en fait, dessus. J'ai plein de plateformes et je regarde mes Blu-ray. Mais je ne sais plus du tout à quelle heure exacte est le film du prime time, si vous me le demandez, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et évidemment des gens bien plus jeunes que moi, qui n'ont pas du tout ce réflexe-là, parce qu'ils ont grandi, ils sont nés avec des tablettes, avec, comme tu disais, Sylvain, c'est plus du tout le feu de cheminée. En fait, je pense qu'on a perdu aussi cette habitude-là où on choisissait un programme tous ensemble dans la famille. Maintenant, tout le monde a son écran, que ce soit son téléphone, son ordi, sa tablette, et il peut y avoir autant de programmes différents le même soir dans une famille de 4 ou 5 personnes qui a d'écran, et maintenant, aujourd'hui, quasiment chaque personne, même les enfants et les ados assez jeunes, ont leurs écrans. Donc je pense que les ados, en tout cas, et les générations qui suivent, vont chercher les séries fantastiques. Je parle même pas de Stranger Things, mais même des séries françaises. Il y a eu pas mal de séries françaises sur les plateformes, et je pense que le public assez jeune a évidemment le réflexe d'aller regarder sur Netflix ou sur Prime ou sur Paramount des séries, qu'elles soient françaises ou étrangères. Je pense que évidemment c'est toujours plus facile d'aller vers un programme américain. On avait tout à l'heure des témoignages d'un micro-trottoir là, de gens qui disaient qu'ils avaient du mal avec le cinéma français d'horreur, fantastique, etc. Mais même dans ce qui est produit aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de séries qui sont un peu peut-être calquées sur le modèle un peu Netflix, le modèle américain, qui sont assez calibrées pour les jeunes, des trucs un peu à la Stranger Things, et des choses qui sont même pas forcément volontairement calquées sur ça, mais il y a une série que j'aimais bien qui s'appelle Endless Night, qui est, je crois, une coprode franco-belge, et c'est une histoire d'un gamin qui disparaît, de sa bande de potes qui le cherche, il disparaît dans un monde parallèle, et ça a été écrit en même temps que Stranger Things, sauf que c'est sorti alors que Stranger Things avait déjà peut-être 4 ou 5 saisons, et que comme ici c'est beaucoup plus compliqué de mettre des projets en marche, en fait, la première saison est arrivée sur Netflix dans l'ombre totale de Stranger Things. Elle a été vue par 14 personnes, et puis ils ne l'ont pas poursuivie puisque elle était... en fait, ils ont tellement de contenu que ça se fait du... J'ai l'impression que les séries françaises ou d'autres pays qui ont moins d'ampleur sont peut-être aussi écrasées par ce modèle-là, américain.
Mais la télévision, elle aide aussi beaucoup aujourd'hui à produire ce genre de choses. Et maintenant, la télé, comme tu disais, elle est plus dans le poste de télévision, mais elle est dans les autres écrans. Donc ça reste quand même de la télé parce que c'est, par exemple, France TV, TV Slash aussi qui produit des séries et qu'on peut retrouver donc un peu partout et qui prend aussi souvent des risques. Et donc, par des risques aussi, faire du fantastique ou des films un peu de genre. Mais je crois que Vermine, d'ailleurs, dont tu parlais, est une coproduction avec France Télévisions aussi. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que 200 000 entrées, j'ai vu que ça avait été annoncé comme étant un succès. C'est vrai, hein, c'est super qu'ils aient arrivé à avoir autant de... Sur un film d'araignée, je trouve. Sur un film d'araignée, mais en même temps, comparé à ce que ça devrait être, c'est hallucinant. C'est-à-dire que je sais pas, on compare toujours avec le modèle américain, mais le modèle coréen, il est assez fascinant parce que le modèle coréen, c'est je ne sais pas combien de films coréens qui sont en Corée qui font 8-10 millions d'entrées. Ils sont 50 millions, donc ils sont même moins que nous. Et ce sont des films, des purs films. Alors, c'est peut-être pas du fantastique, mais c'est du polar un peu nerveux. C'est un peu un genre un peu cousin, on va dire. Un film fantastique, là-bas, peut faire énormément d'entrées. En Espagne aussi, en Angleterre aussi. Il y a juste en France où notre cinéma, dès qu'il aborde le fantastique, bloque un petit peu. Je pense que le max, cette année, c'était Le règne animal qui a dépassé 1 million d'entrées. Oui. Mais c'est assez rare. C'est très rare. C'est une exception. Tout à fait. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur cet extrait de La Nuée, quand même. Parce qu'il y a deux choses. Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je classerais totalement, même s'il a été vendu là-dessus, et certainement un peu trop, ça a été une erreur. C'est peut-être pour ça que j'ai cette idée-là. Je ne le placerais pas forcément dans la case du cinéma fantastique. Je le classerais plus dans la case à côté d'autres films qui sont comme Le gendarme et les extraterrestres, ou comme je disais tout à l'heure, des choses un petit peu... c'est pas, pour moi, c'est pas le fantastique qui prime sur le film. C'est plus un film, un film en campagne avec un drame paysan. C'est pareil, c'est encore je dis pas ça de manière péjorative, mais en tout cas, un drame avec un apparat fantastique derrière. Imaginaire. Mais la télé, en tout cas, le 20h, puisque là, c'était le cas du 20h, porte dessus ce regard, le catégorise comme ça. Mais il y a aussi le système de production. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je pense que pour ceux qui ont entendu cette histoire de CNC, de guichet CNC qui s'ouvrait, donc le CNC redistribue de l'argent pour aider le cinéma de genre, dit de genre. On dit c'est génial. Et en plus, ils aident des films. Première année, il aide en plus un film fantastique, donc il y a une thématique. La deuxième année, c'est la comédie musicale. C'est pas ce qu'on entend par cinéma de genre. Mais en même temps, il faut l'aider aussi. La troisième année, ça revient au fantastique. La quatrième année, et donc c'est la dernière en date, la commission aidait la comédie romantique. Ouais. C'est un peu un problème parce qu'on ne peut pas aider de la même manière une comédie romantique. Une comédie romantique n'a pas les mêmes difficultés qu'un film fantastique a existé en France. Donc faire passer ça par le même guichet, c'était un peu trompeur. Et à l'époque, effectivement, ça a été annoncé comme tel. Et voilà, c'était un petit coup de gueule sur ce truc-là. Mais je pense que ça cristallise en fait le fait qu'on ne sait pas tellement comment prendre le fantastique en France, que ce soit par la production, que ce soit par le public aussi. Effectivement, il y a une vraie réticence du public pour le cinéma français, même pas forcément de genre. Je pense en général, même s'il y a beaucoup d'entrées, mais je pense qu'un public jeune ne va pas vers un cinéma français. J'ai déjà entendu, je ne vais pas voir ce film, c'est un film français, etc. C'est ce qu'ils disent aux 20h. Il y a peut-être aussi les acteurs, parce qu'on ne trouve pas d'acteurs, on trouve pas d'acteurs très très connus qui va aller naturellement vers ce genre. On n'adapte plus effectivement la littérature, on n'adapte plus les romans. Encore une fois, Ravage n'a jamais été adapté. J'arrive pas à comprendre. C'est plus une question de moyens, parce qu'on aurait les moyens. Il a été adapté en bande dessinée, donc on peut très bien le faire en film. Je ne le comprends pas. Il y a des auteurs de science-fiction, il y a des auteurs de fantastique en France. Il y en a eu, Jules Verne, même des classiques. Et ça passe pas, ça arrive pas à ce guichet-là. Donc il y a un problème de public, il y a un problème d'acteur, il y a peut-être un problème de savoir-faire, peut-être un problème d'écriture, je ne sais pas, mais en tout cas, la machine est grippée. Et est-ce que la question ne se poserait pas aussi au niveau des prescripteurs, puisque là, on a donc vu qu'on avait vraiment des émissions qui diffusaient plusieurs films et qui étaient incarnés, qui étaient présentés. On avait ces prescripteurs-là à la télé, qui est quand même une institution un peu sacrée en France. Maintenant, qui sont les prescripteurs aussi ?
Je pense qu'on est beaucoup passé sur Internet, encore une fois, quoi. Je pense que la décennie 2010, ça a été l'avènement des critiques sur YouTube plus ou moins intéressants et plus ou moins... Voilà. Mais je pense que oui, en fait, comme il n'y a plus d'espace... Enfin, il y avait quelques émissions, hein, il y avait Opération Frisson, et des émissions comme ça, où on pouvait parler de cinéma de genre à la télé, ça s'est arrêté. Et en fait, à partir de là, la relève de cette émission-là, entre autres, a été prise par des gens qui ont, comme Chroma, Crost, Karim Debache sur Internet, parce qu'en fait, il n'y avait plus l'espace nécessaire à la télé, quoi. Et je pense aussi que c'est aussi une génération qui a pris la relève, qui était certainement plus tournée vers le cinéma américain, mais même, on le voyait tout à l'heure dans l'archive, les accords du diable, que je connaissais pas et que j'ai trouvé ça assez marrant, avec l'espèce d'Elvira à la française qui s'appelle Sangria. Et j'ai regardé la liste des films qui ont été montrés, parce que donc, comme Elvira, elle présentait un film en prime time à la télé. Après, c'est passé avec des téléfilms et elle annonçait aussi les sorties horrifiques de la semaine ou du mois et quelques séries horrifiques. Et en fait, j'ai lu la liste, il y a quasiment que des films américains. Il y a du The Thing, il y a du Alien, il y a plein de films américains, il y a des séries, la série Vendredi 13, il y a la série de Freddy Krueger. Il y a plein de choses et quelques films italiens, il y a du Lamberto Lava. Mais j'ai rien trouvé de français en fait en regardant très vite fait la liste, j'en ai peut-être raté. Mais en tout cas, c'est quelque chose à une grande majorité américaine. Et je pense qu'aussi, du coup, la relève qui a pris la relève sur Internet, elle est peut-être aussi bien plus bercée avec ce cinéma américain. Et en fait, on parle de ce cinéma-là, les gens vont voir ce cinéma-là, et il faut juste voir les chiffres. Hein. Le énième film du Conjuring-verse, La Nonne, ou je sais pas quel film, font beaucoup plus d'entrées que des propositions françaises plus intéressantes, ou en tout cas plus singulières, quoi. S'il fait 200 000 entrées, je pense que ça serait un échec. Mais c'est exactement ça, en fait. Les entrées dont on se réjouit pour des films français, c'est vraiment un échec pour la énième production Blumhouse qu'on oublie dans la semaine, en fait. Du coup, je vous propose qu'on découvre qui regarde ce cinéma. Donc, on va découvrir les spectateurs et spectatrices du petit écran fantastique dans la troisième et dernière partie d'archives que nous vous avons concoctée. Alors, en espérant que ces archives ne vous aient pas fait peur et vous aient fait peut-être rire. C'est super de voir les deux points de vue qu'on a sur le fantastique, soit en se bouchant le nez avec un psychologue qui va expliquer que c'est dangereux et c'est quelque chose de dégénéré quelque part. Si vous regardez des films d'horreur, vous êtes dégénéré. Et à côté de ça, des dandys qui prennent ça comme de la contre-culture. Gérard Laine, qui a ses lunettes noires, son brushing et son écharpe et une veste comme la mienne, quand il est avec sa bougie, on sent qu'il se met en scène et puis qu'il y a un côté un petit peu... je dis pas qu'il aime pas du tout ça, que c'est de la posture, mais il y a aussi une posture là-dedans. Il y a aussi l'attrait de la contre-culture. C'est bien parce que c'est à la marge, l'amour de la marge. Après, ce qu'il faut, c'est ramener cette culture au centre en fait de la page. Il y a cette phrase que j'aime bien qui s'appelle « c'est la marge qui tient la page ». C'est toute la culture alternative qui finalement fait le cœur de la culture globale, etc. Voilà. Et il y a des gens comme Dionnet qui, comme il explique, qui a travaillé à apporter cette culture au centre. Justement, je voulais revenir du coup sur la réception. Comment on passe de Belphégor, qui atteint des pics de 15 millions de téléspectateurs pratiquement à chaque épisode diffusé, à Vermine qui fait 200 000 entrées au cinéma? Comment on peut expliquer cette baisse de popularité? Et en même temps, on n'a jamais vu autant de films de genre, de films fantastiques qui ont été produits au cinéma, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou même en France, finalement. Comment on peut expliquer cette dichotomie entre le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui regardait, et puis plus maintenant, et en même temps, on en produit énormément encore? Je pense que c'est juste la diversité de l'offre, en fait. Il s'est passé 1 million de choses depuis l'époque de Belphégor. On a 1 million de choix de ce qu'on peut faire sur une soirée. Et il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas un film tous les soirs, comme c'était peut-être le cas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas 50 options. Et voilà, je pense que c'est vraiment... on parlait des 200 000 entrées de Vermine, et c'est pas fini, hein, mais c'est quand même un score qui est assez rare pour un film d'horreur français en salle. Et c'est juste qu'en fait, il y a
tellement d'autres films en face, et on est aussi depuis le Covid, depuis la crise du Covid, on est aussi face à des chiffres qui, même si la fréquentation des salles commence à remonter, on n'a toujours pas commencé à égaler ce qu'elle était avant le Covid. Donc en fait, faire un score comme 200 000 entrées en 2 ou 3 semaines pour un film français d'horreur, c'est un super score en fait. Et c'est évidemment incomparable à une télévision avec 3 chaînes et rien d'autre à faire et un seul écran pour toute la famille. Et aujourd'hui, on a évidemment plus de chaînes et de plateformes et d'options disponibles rien que sur un téléphone, quoi. Est-ce que Belphégor était présenté comme une série fantastique à l'époque? Est-ce que les personnes qui étaient devant étaient des amoureux ouais, les gens qui... Oui, non, alors j'ai les deux. C'était pas présenté comme fantastique. Donc mystère, voilà. Donc peut-être que c'est... Merci. C'est peut-être cette explication-là qui fait qu'à l'époque, ça a été populaire et qu'aujourd'hui, on voit ça comme une série fantastique, mais à l'époque, ça n'a pas été perçu, en tout cas au début du visionnage, comme quelque chose de fantastique. Après, trouver les évolutions, il y a une date qui est très importante. Enfin, les dates qui sont très importantes, c'est dans le cinéma américain. C'est-à-dire que le cinéma américain, quand on voyait tout à l'heure le film de la créature du lac Noir, qui était présenté en 3D, qui était un très grand moment de la télévision française, mais quand un film comme ça était produit aux États-Unis, c'était quelque chose qui était encore de la série B. C'est-à-dire ces films produits, ce qu'on appelle série B, ce sont les films qui étaient produits à l'époque. C'est un terme qui vient des films qui étaient produits dans les studios un peu alternatifs. Ça s'appelle les B-studios, c'est-à-dire les studios un peu moins grands, un peu plus fauchés, un peu moins chauds, un peu moins éclairés, etc. pour les productions un peu de moindre qualité. Et donc on a appelé ça série B, c'est des films un peu moins sérieux, etc. Il y a eu une grande production de films comme ça, mais ça a changé aux États-Unis quand il a commencé à avoir des succès populaires et produits par des grandes majors, comme Warner qui produit L'Exorciste, comme la Fox qui produit Alien. C'est des immenses succès. Donc ça change un petit peu les règles du jeu. Quand Spielberg, c'est pas fantastique, mais quand Spielberg fait Les Dents de la Mer, ça a un impact forcément où on dit ça c'est la tendance, on va la suivre, et donc c'est un petit peu admis puisque des gros studios produisent ce qui avant était regardé de manière un peu soit un peu en se bouchant le nez, soit alors pris d'un point de vue d'auteur comme 2001 qui était quelque chose de très 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 différent. C'est de la pure science-fiction, mais encore une fois de quelque chose de plus noble, on va dire. Et donc les spectateurs de ces films-là, ils étaient considérés comme... Pas 2001, peut-être un peu moins peut-être beaucoup moins quand arrivent les Aliens et autres gros films américains d'horreur. Au début, c'est peut-être une curiosité, c'est peut-être un débat de société, mais après, c'est admis. Mais en tout cas, pendant très longtemps, oui, le spectateur de ce cinéma-là, déjà, il fallait y aller parce qu'il y avait plusieurs typologies de salles de cinéma. Les films d'horreur étaient diffusés dans des quartiers un peu alternatifs. Tout ce qui était film... ces cinémas de quartier-là, dans Paris, ce n'étaient pas des cinémas qui étaient très fréquentables. Quand on en parle avec les personnes qui allaient au Festival du Rex ou les personnes qui vont monter Starfix, qui est une revue qui va un petit peu s'intéresser de manière intelligente à tout ce cinéma populaire, ils racontaient que ces films-là, il fallait les voir dans des salles où il paraît qu'il y a des salles où il fallait pas aller aux toilettes parce qu'il se passait des choses un peu spéciales, quoi. Et puis il fallait pas s'asseoir forcément au premier rang parce que c'était un peu, il y avait des vieux monsieur qui venaient, etc. C'était vraiment des salles un petit peu dangereuses. On a rendu ça un petit peu, il y a une image un peu romantique de ça aujourd'hui, un peu lissée. Mais alors la salle de cinéma, pareil, quand on disait que c'était un public de 18 ou à 35 ans, c'est aussi très très masculin. C'est-à-dire que avant, il y avait très peu de femmes dans ces cinémas-là. Ce qui est une bonne chose, c'est que ça a changé. Donc ça fait partie de ces choses qui évoluent un petit peu comme typologie. Mais à l'époque, c'était peut-être pas une tare, mais c'était mal vu. C'était un hobby un peu, ça passera, ça lui passera.
Mais on voit, c'est ce que dit Dionée, par exemple. Voilà, Oui. mon enfant, ou comme les psychologues qui permettent de dire, voilà, il y a une normalisation de la violence. Et c'est un discours aussi qu'on retrouve du coup dans la télé. Et c'est dommage que la télé relaye aussi ce discours. Et même... Ça continue aussi. Maintenant, c'est le jeu vidéo. Mais puis entre les deux, il y a eu le hard rock ou le rap ou je sais pas, les POG, ou les Pokémon. Enfin, toutes ces choses-là, à un moment, c'était des phénomènes de société, donc c'était nouveau, donc forcément dangereux parce qu'on ne comprenait pas. Puis une fois que c'est acté, on se dit, bon, Dragon Ball Z, est-ce que ça a vraiment fait du mal sur... est-ce que ça a vraiment déclenché un nombre de tueurs hallucinants? Je ne suis pas sûr. Je pense pas. Et Marie, peut-être, qu'est-ce que tu as pensé de le discours que la télé porte justement sur ce public-là, et particulièrement, par exemple, les figurants qu'on voit sur le film de la Horde? Je trouve que le dernier reportage qu'on a vu là, du JT, il est catastrophique. En fait, c'est un reportage qui n'a pas d'angle. En fait, leur angle, c'est leur sujet, c'est les films d'horreur. Et en fait, il n'y a pas une personne qui parle plus de 20 secondes, je pense, dans le reportage qui dure quand même plusieurs minutes. Donc c'est compliqué de dire quelque chose d'intelligent en 20 secondes. Hein. Vous isolez 20 secondes de tout ce qui a été dit ce soir, on a tous l'air de gros idiots, je pense. Et donc là, c'est le cas. Il montre vraiment... déjà, même le reportage sur la nuée qu'on a vu dans les archives précédentes, il est déjà, on sent que on parle, qu'il y a une volonté de parler à un public qui connaît pas les films d'horreur et tout ça. Et il y a un côté où vraiment on fait il faut dresser des grillons, enfin il y a des criquets. Il y a un côté un peu déjà un peu méprisant. Et du coup là le reportage sur le tournage de la Horde, sur ensuite la transition les réalisateurs ont toujours aimé se faire peur avec 3 noms cités, 2 images de Carrie. On passe à autre chose. Enfin il va tellement dans tous les sens qu'en fait je pense qu'il apprend rien à personne. Et en fait je sais pas, si on fait un reportage sur un tournage, je trouve que c'est hyper intéressant. On reste sur son sujet et on montre des choses intéressantes. On ne donne pas juste la recette du faux sang en disant qu'il faut mélanger du sucre et du colorant. Je sais pas, c'est assez compliqué d'avoir un côté crédible quand on fait ce genre de reportage. Mais comme tu disais, Sylvain, maintenant c'est la faute aux jeux vidéo. Même il y a toujours une culture qui est toujours vu comme une sous-culture, le fait qu'il y a un gouvernement qui veuille pas que les ados dépensent leur chèque culture pour acheter des mangas, comme si c'était vraiment... faudrait surtout pas qu'ils lisent ça, alors que déjà, s'ils lisent des livres, c'est déjà bien, quoi. Et moi-même, en disant ça, je suis en train de mépriser d'autres médias que des livres. Et en fait, c'est vraiment... ce reportage-là, il est catastrophique. Moi, j'aimais bien le débat précédent avec la psy qui parlait du côté conte de fées pour adultes. En fait, nous, quand on a écrit Slasher avec mes 3 co-auteurs, on est vraiment parti du postulat que le slasher, donc les slashers, sont les films d'horreur avec un croque-mitaine, un boogeyman. C'est des films surtout qui viennent des États-Unis. Et le mot pour désigner le tueur qui a souvent un couteau, une arme blanche, dans le cinéma américain, c'est le boogeyman. Donc déjà, il y a ce côté conte de Perrault transposé dans un cadre réaliste, celui de la petite ville américaine, de la banlieue. Et il y a vraiment ce côté-là... conte de fées pour adultes, qui est même pas pire que le conte de fées, parce que comme disait la psy dans le documentaire tout à l'heure, les contes de fées sont hyper violents et édulcorés pour en faire du Disney, mais quand on sait la véritable histoire, c'est assez horrible. Et donc il y a tout ce côté-là d'histoire qu'on se raconte pour se faire peur, et au final, il y a un côté peut-être un petit peu cathartique à voir des choses sur grand écran, à se faire peur dans un cadre dont on sait qu'il est complètement sûr, comme une maison hantée, où on sait qu'on va peut-être avoir quelqu'un qui va surgir derrière nous, mais ça ira pas plus loin que ça. Et je pense qu'en fait, oui, c'est juste une expérience cathartique, comme aller dans, je sais pas, un parc d'attractions et des montagnes russes. Mais en même temps, je vais quand même nuancer 2-3 choses sur le reportage sur la Horde, parce que je pense que ça s'adresse aux personnes qui ne connaissent pas le film d'horreur. C'est pas si méprisant que ça, je trouve. Il y a un petit sourire en disant il s'amuse, etc. Mais c'est moins méprisant que ce qu'on aurait pu avoir quelques années avant, ou, à mon avis. Ou quand tu disais que tu regardais tu avais regardé un film de Hong Kong, on te faisait l'accent de l'accent asiatique de supermarché de proximité, c'était vraiment, il y avait quand même un côté où ça marche, on comprend pas trop. Bon, déjà que ça passe au journal de 20h, c'est assez hallucinant. Je trouve que c'était quand même une avancée, et ça n'a pas permis au film de faire beaucoup d'entrées, malheureusement. Et il arrivait à la fin d'une vague où le cinéma de genre français arrivait. C'était la fin des French Frayeurs et tout ça, quoi.
French Flyer, c'est un petit peu différent. French Flyer, quand Canal est arrivé, il y a eu une série de productions et il y a eu Promenons-nous dans les bois qui est arrivé, qui a eu énormément de succès parce que c'était un slasher français. C'est un très mauvais film. Enfin, je sais pas. Une catastrophe. On est d'accord. Mais il est intéressant. Ouais. Comme objet d'étude, pas comme film. Oui. Et ce film-là ayant eu beaucoup de succès, Canal s'est dit on va faire une série de films. Et il y a eu 4-5 films qui ont été faits derrière, Requiem, un film dans une prison, Bloody Mallory, chef-d'œuvre. Voilà. Et il y a eu 4 films comme ça. Ces films-là n'ont pas suffisamment marché. Après ça, il y a eu les French Horror, pas les French Horror, il y avait quelque chose de beaucoup plus extrême cinéma, extrême horror. J'ai plus le terme exact, c'est un anglais, autour du torture porn. C'est des films qui étaient extrêmes. Le principe était que le cinéma français n'ayant pas de visibilité un peu partout, on va mettre du sang, on va y aller à fond et on va être extrêmement gore. Et c'est une manière d'être un peu visible et dire oh, on est là. Et donc il y a eu toute une série de films, la Meute, la Horde. Mais c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un terme qui est en fait très utilisé surtout aux États-Unis, un peu made in France ou French extreme cinéma. Mais en fait, ils mettent beaucoup de films des pays de l'Est aussi dans le tas. C'est une classification un peu bizarre. Puis au final, c'était des films qui reprenaient beaucoup les codes américains de toute façon. Oui, bien sûr. Et le reportage, il termine sur, je crois qu'il termine sur Saw, parce que si on était dans les années 2010 sur la vague du torture porn avec les Saw, les hostels et du cinéma qui était volontairement très, très violent, quoi. Mais en revanche, je pense que cette imagerie très sanglante est arrivée au cinéma par le cinéma d'auteur, entre guillemets. Parce que dans les années 90, on a eu beaucoup de films. Catherine Breillat, on a eu Gaspard Noé, qui étaient des films d'horreur. Enfin, pas d'horreur, mais c'est des films où l'imagerie a été admise, puisque ces films-là étaient à Cannes, étaient dans les grands festivals, avaient des prix, étaient regardés avec un sérieux. Et là, il y avait ces références qui étaient le cinéma d'exploitation italien, le cinéma d'horreur anglais, du cinéma... Et donc là, ça a permis de légitimer un petit peu et d'avoir une imagerie qui est restée et qui a été visible dans toutes ces productions-là. Et donc, à part cette imagerie dont tu viens de parler, moi, je voudrais savoir pourquoi il y a un tel mépris du public français par rapport aux productions fantastiques ou aux productions de genre en France. Est-ce qu'on a tendance à penser que le cinéma français est trop intellectualisé pourquoi on parle tout de suite de jeux d'acteurs plats, de scénarios qui va pas... En fait, d'où vient ce mépris pour le cinéma français, puisqu'on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été très bien. Moi, par exemple, j'avais regardé Zone Blanche, qui est passée sur Netflix, qui était vraiment super comme série de genre, finalement. Et c'est pas une série qui a rencontré un certain succès, pourtant qui avait de belles propositions. Et en fait, oui, pourquoi il y a un tel mépris finalement, à part les grands noms comme Gaspard Noé ou quoi, pourquoi il y aurait comment on peut expliquer ce mépris finalement ? Parce qu'on ne s'entend pas sur le cinéma de genre, d'une certaine manière. Je pense qu'on a tous une image un peu différente. Tu m'arrêtes si je ne suis pas d'accord. Tout le monde peut m'arrêter. On a tous une image un peu différente. Des personnes veulent un film efficace, d'autres personnes veulent un film fun, d'autres personnes veulent un film d'auteur profond qui renouvelle le genre. Chaque film de genre, il est guetté avec beaucoup de soin. Il ne faut pas qu'il ait de défauts sur la forme. Il faut qu'il arrive à convaincre tout le monde, qu'il renouvelle le genre, qu'il crée une vague, qu'il soit le porte-étendard, qu'il soit le film qui va donner naissance tout en ayant un succès public et donc en touchant le grand public. C'est pas possible. Il y a peut-être beaucoup d'attentes là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des films qui sont faits de manière un petit peu isolée. Donc, il n'y a pas de vague, donc il n'y a pas une manière, il n'y a pas de regard. D'ailleurs, il n'y a pas de grand film, grand ouvrage, ou même documentaire, ou un grand... On a le corpus parce que la liste de films, on l'a, et puis il a grandi tous les ans, ça a son histoire, mais un regard global qui définirait un petit peu ce que c'est que le cinéma français, il n'y a pas. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ça n'existe pas, et chaque film est fait un petit peu dans son coin. Quand je dis dans son coin, ça peut être par une production plus ou moins importante, mais est fait sans aucune cohérence, mais avec énormément d'attentes. Quand il y a un film de genre, on n'est pas les seuls à le guetter, mais je pense que on le voit aussi quand tu fais Capture Mag, c'est que chacun a une image un petit peu différente de ce qu'il attend du film. Et moi, j'attendais ça, moi, je voulais ça, moi, j'ai aimé ça. Mais... On a tous des attentes un peu différentes là-dessus. Et comme le cinéma français a tendance à faire des objets un petit peu impurs, comme je disais, en prenant d'autres genres, en prenant d'autres axes, c'est plus facile quand on fait un film d'horreur comme La Main, comme Smile, qui sont des productions américaines.
le principe est très simple. Il y a une idée de base, elle tient, et voilà. Peut-être que Vermine a réussi ce pari un peu incroyable de dire, voilà, on va raconter une histoire avec, dans un lieu clos, il y a des araignées qui attaquent des gens, point, c'est tout. On ne cherche pas à raconter. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Le film est beaucoup plus intéressant que cette simple résumé, mais il ne lâche pas ce résumé du début à la fin. Il garde aussi cette efficacité. Je pense que là, tu parles au sein des amateurs de genre. Ta question, elle était peut-être un peu plus générale sur le par rapport au grand public. Bah, tu imagines s'il faut en plus rajouter... Non, mais c'est ça en fait. C'est que déjà, on n'est pas d'accord entre nous. Et s'il y a des amateurs, je pense qu'on aura tous une définition ou des attentes différentes ou des films préférés qui sont très différents les uns des autres. Et quelqu'un va aimer un film pour des raisons qui font que moi, je le déteste et vice-versa. Mais je pense qu'aussi par rapport au grand public, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que dès que quelque chose est nouveau, il est déprécié. Je pense que si en France, on a quand même cette grande séparation entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, et de cloisonner quelque chose, enfin, c'est parfois, et c'est pour ça que parfois il y a des films qui arrivent à passer au grand public avec tel auteur a fait un film d'horreur comme si c'était quelque chose un miracle que quelqu'un réussisse à faire un film d'horreur qui respecte ses codes et qui est correct. Et je pense que c'est sur cette définition aussi où rien que le fait d'opposer le genre aux auteurs, ça donne d'emblée, comme tu parlais tout à l'heure du cinéma des listes A, des listes B, ça donne toujours un côté série B, un côté, même je sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième reportage de JT, où ils disaient les ados adorent, comme si, ou même c'est de 18 à 35 ans, ça veut dire que nous, il faut qu'on en sorte, et non, on n'est toujours pas atteint par la normose, comme disait je sais pas, psychologue, le psy. Mais il y a aussi quelque chose dans le cinéma d'horreur qui fait qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas de qualité, que ce soit des films français, des films américains, peu importe. C'est qu'en fait, c'est un cinéma d'exploitation. C'est un cinéma qui ne coûte pas très cher et qui peut rapporter beaucoup d'argent. Les plus gros succès, c'est des films comme Halloween, qui ont coûté très peu d'argent, qui ont rapporté plusieurs dizaines de fois leur mise. Donc en fait, c'est très facile de faire, dans les slashers comme dans les autres films d'horreur, de faire une copie, de reprendre des codes et de ne pas les comprendre, ou d'aller très vite parce qu'on n'a pas d'argent pour écrire le scénario, on n'a pas d'argent pour avoir des bons acteurs. C'est pour ça qu'on a aussi parfois, là les gens le disaient sur le cinéma français, mais c'est aussi vrai sur le cinéma américain, il y a souvent des jeunes acteurs en début de carrière qui ne sont pas forcément bons, il y en a aussi qui sont très bons, et il y a des acteurs très connus aujourd'hui qui ont commencé dans des films d'horreur. Mais ça fait qu'en fait, on a moins d'argent, donc on a un scénario qui est peut-être moins solide, des effets qui ne sont pas toujours à la hauteur, un casting qui les bat toujours. Donc en fait, il y a plus de chances que ça ne marche pas quand on fait comme ça, quand on surfe sur un genre, plutôt que de chances que ça marche en fait. Après, les chaînes financent aussi les films, et je ne sais pas si, comme on disait, un film fantastique, a sa place à la télévision. S'il y a un public, il y a une place parfois. Oui. Il se libère quand même. Par la télé, en tout cas, lui donne une place. En tout cas, le fantastique a toute sa place maintenant au lundi de l'INA. Vous comprenez par cette manière que nous allons vers une conclusion. Merci vraiment pour cet échange très riche. Puisqu'on parlait d'audience, on va peut-être laisser maintenant la parole à notre public. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des micros vont circuler dans la salle. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, 10 minutes. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais être très rapide. Vous parliez effectivement vous disiez que la télé était plus trop fédératrice, que chacun devant son écran. Enfin, moi, j'expérimente le contraire chez moi, mais bon, bref. Je voulais parler d'une série qui est sortie en 2019 sur France 2, qui s'appelle La Dernière Vague. Et j'avais un doute et j'ai demandé à Géraldine de vérifier. Elle a quand même rassemblé 3 millions de téléspectateurs. C'était pour contrecarrer un peu ce que vous disiez sur le fait, bon voilà, la télé classique, machin. Ben, vous voyez, la Dernière Vague, c'est quand même 3 millions de téléspectateurs pour aujourd'hui un public qui est plus a priori éparpillé. Donc voilà. Et autrement, très rapidement, le fantastique aussi, il berce les enfants, puisque à travers de nombreuses séries, Goldorak, Albator, tous ces machins-là, voilà, et puis aussi tous les films de Miyazaki. Voilà. Puis je voulais aussi citer le film de Michel Hazanavicius, qui a fait un film avec Pierre Ninet, là où il cassait les codes du film un petit peu gore, je crois. Voilà. Et couper la parole. Pas vraiment une question, mais je ne sais pas, ça appelle pas forcément c'est plus un complément qu'une question. Est-ce que...
Merci, bonsoir. Je voulais avoir votre analyse. Vous avez beaucoup parlé sur le fait que en France, il y avait un peu un mépris pour tout ce qui était fantastique, SF. Reparlons de la télévision. Quelle est votre analyse sur le fait que aux États-Unis, en 61, il y a une série qui s'appelle Twilight Zone qui dure 5 ans, c'est dans prime time, c'est ultra connu. Au moment où ça passe en France, il y a des spectateurs qui envoient du courrier disant que c'est une insulte en bon sens. Que pensez-vous quand, en 61, la BBC lance un truc qui s'appelle Doctor Who pour le public du tea time, du samedi, donc public familial, que ça dure depuis 60 ans, et qu'en France, on a la maison de Toutou avec Aglaé et Sidonie, quoi. On a non, mais je veux dire, qui est le Doctor Who français, d'une certaine manière. Non, mais vous voyez, quand je dis à la même époque, en France, on a Aglaé et Sidonie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les enfants, on a ça. Alors que, quelle est votre analyse de ça, du fait que les pays anglo-saxons, à la télévision, sont visiblement plus ouverts à ça? Je pense que déjà, c'est juste qu'il y a un argument économique qui fait que c'est plus facile pour la télé anglaise parce qu'ils savent qu'ils peuvent exporter aux États-Unis et dans le monde entier. Non, Doctor Who n'était pas exporté parce que c'était du direct. Oui, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui tient dans le temps et aujourd'hui qui est sur certaines plateformes parce que c'est aussi en langue anglaise et je pense que c'est plus compliqué pour la France de produire, maintenant plus à l'heure des plateformes, mais qu'à un moment ça a été plus compliqué de produire des choses en langue française parce qu'on a la barrière de la langue et qu'on sait que si on veut un marché plus large, c'est de l'anglais. Oui. Alors déjà pour la télévision anglaise, il y a eu un grand auteur, mais j'oublie son nom et j'ai honte, le créateur de Quatermass, qui est une série incroyable. Comment ? Nigel Kneale, merci. Pardon, je suis désolé, je vois rien. Vous êtes Alain Carazé, c'est ça? Bonjour. On parle au maître. Non, quand Nigel Kneale fait 1984, qui est une pièce en direct, c'est un grand scandale en Angleterre. C'est très compliqué. Il faudra attendre la rediffusion et juste un petit peu avant que la reine d'Angleterre dise « je vais regarder » pour adouber la chose et mettre un premier pas pour que ça soit accepté. Dans le cas de Doctor Who, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué, effectivement. C'est une série qui ne s'est exportée que très tardivement en France. Mais est-ce qu'elle a vraiment été, à part France Télévisions, il y a quelques années? Et à partir du reboot, je ne suis pas certain. Il y a eu... Oui, c'est ça. Mais ça n'avait pas pris. Ça n'avait pas pris. Dans Temps X ou pas, c'est ça? En deux mots, on l'a acheté pour Temps X s'est arrêté, c'est arrivé dans le Club Dorothée. D'accord. Okay. Mais alors, pour répondre sur les séries des enfants, il y a quand même eu des tentatives comme les Shadok qui ont fait des scandales et Téléchat, qui n'est pas fantastique, mais quand même, qui était admis par tout le monde, par tous les enfants, sauf par certains adultes qui écrivaient des lettres d'insultes qui arrivaient, et il y avait autant de lettres. Donc je pense qu'il y a quand même une entrée, je ne pense pas que les enfants soient réfractaires à ça. Ça serait une question d'éducation, selon vous? Enfin, ça serait... Enfin, d'éducation à l'image ou d'éducation au genre, entre guillemets? Je sais pas. Je me suis toujours posé la question pourquoi les pays anglo-saxons étaient plus réceptifs au niveau de la télévision, je parle. Oui. Et pourquoi en France, on est coincé, quoi. Quand parliez de Barjavel, c'est Barjavel qui a fait l'adaptation française de cette série allemande qui s'appelait Commando Spatial. Oui. Et c'est passé complètement à l'as en France. C'était deuxième ou troisième soirée, alors que c'était une coproduction. Ça veut dire que la France, le RTF, avait eu de l'argent dedans. Et ça n'a jamais rediffusé. C'est sorti en DVD il y a quoi, 3 ans? Non, il y a effectivement des trésors. Je pense que l'INA possède des trésors en termes de production de cinéma fantastique. Non, c'est pas pour ancrer ça ici, mais c'est vrai qu'on découvre toujours des pépites, toujours des séries. Tu parlais de la Brigade des Maléfices, qui est incroyable. C'est l'équivalent de Chapeau melon et bottes de cuir français, si je peux. Le X-Files français. Le X-Files français, je mettrais plus aux frontières du possible, qui a dû donner son nom à Aux frontières du réel, la traduction française, enfin bon, qui sont des séries assez incroyables et qu'on découvre et qu'on redécouvre, qui sont disponibles, mais pas forcément accompagnés d'un appareil critique suffisant, qui soit littéraire ou quoi. Il n'y a pas de vue, comment dire, il n'y a pas de vue globale, à mon avis, sur tout ça. On ne se rend pas compte de la richesse de ces... Cette richesse est du coup, pardon, je te coupe. Cette richesse est du coup à découvrir. Oui. Voilà, soit à l'Inatech, ici à la BNF, ou sur Madeleine aussi. Effectivement, surtout ici à l'Inatech, parce que, pardon, je vais porter le micro là-bas et je meuble en marchant.
toutes ces séries sont beaucoup des coproductions et ça détermine aussi le fait qu'elles ne sont pas beaucoup remontrées. Enfin, il y a toujours des coproductions, ça veut dire plusieurs producteurs détenteurs de droits qui doivent se mettre d'accord aussi pour les rediffuser, etc. Et voilà. Et donc ça peut expliquer aussi le fait que Belphégor a été diffusé que 2 fois, etc. Par ailleurs, sur Belphégor, pour revenir, peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur le scandale et la panique morale que ça avait quand même provoqué. Alors certes, c'était un succès, mais quand même, on sait que le jeune public devait être préservé de Belphégor parce que c'était de l'horreur, enfin c'était perçu comme de l'horreur et il fallait pas montrer ça aux enfants. Et on sait que la télévision française a un problème, pas un problème, mais en tout cas un souci particulier pour son jeune public et que je sais pas si la télévision anglaise prend plus de risques vis-à-vis de ça. Je me tourne du coup vers... Je pense aussi que la télé anglaise prend énormément de risques. Il y a des choses complètement qui vont du cinéma quasiment expérimental. Enfin, il y a des... Je me souviens d'une série qui s'appelle... Bon, en tout cas, un unitaire qui s'appelle Artemis 82, qui est complètement fou. Je me souviens d'une série... d'un unitaire qui s'appelle Threads, qui est inimaginable en France. C'était un tel scandale que je crois que c'est considéré comme une des productions qui fait le plus peur aujourd'hui. Il y a aussi le scandale de ce canular où une émission soi-disant pour Halloween sur le fantastique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mystère un petit peu, cette émission avec des pommes qui volent et qui traversent un petit peu reconstituées, donc un peu bas de gamme en termes de moyens de production, etc., qui alimentait la télévision. Il y avait un équivalent en Angleterre et pour un épisode, ils vont donc s'amuser à filmer en direct pour Halloween une maison soi-disant hantée, donc tout le monde rigole. Les présentateurs regardent ça d'un œil un peu méprisant. Tiens, il y a un problème de lumière. Bon, c'est pas grave, on continue, etc. Tiens, il y a un truc qui tombe. Bon, c'est pas grave, etc. Et puis, il y a vraiment eu un scandale parce que c'était une blague, en fait. Et ils avaient, pour Halloween, fait une sorte de gros canular où l'émission devenait hantée, entre guillemets. Et ça avait fait un scandale hallucinant, à tel point que le présentateur, qui était l'équivalent de Jean-Pierre Foucault, avait dû faire des excuses dans la presse. Mais c'est inimaginable en France d'avoir quelque chose comme ça. Je pense, malheureusement. Et puis oui, encore une fois, c'est un puits sans fond, que ce soit en prenant des auteurs, des auteurs comme Nigel Neal et d'autres. C'est impressionnant la richesse de la télévision anglaise. Oui, moi je voudrais revenir sur Belphégor. Vous présentez ça comme un grand succès, 15 millions. Mes souvenirs font qu'au début, et ça, vous en avez parlé, ce fut pas un grand succès. C'est venu petit à petit, puisque c'est des épisodes qui ont duré longtemps. Et il y a l'actrice principale qui a fait beaucoup pour le succès. Et à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne. Donc, on n'avait pas le choix. Aussi, il y avait 40% des foyers français à cette époque qui avaient un poste. Oui. Donc, mais il y avait qu'une chaîne et si on voulait voir la télé, le programme était tout fait. Oui, mais on avait aussi la concurrence de ne pas regarder la télévision, comme disaient les personnes qui restaient chez eux. Non, mais c'est vrai. Au lieu de je reste chez moi pour regarder ça, au lieu de sortir vers des amis. Mais c'est l'époque où la télé a eu le plus de succès. C'est vrai. J'aimerais juste préciser. Alors, pardon, je veux juste pas écorcher le nom de ça. Il y avait une émission. Il y a eu un pré-cinéma de quartier. En tout cas, une émission qui a inspiré Jean-Pierre Dionnet pour faire son émission. Et je connaissais pas cette émission au moment où j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et j'en ai parlé il y a quelques temps. Il m'a dit mais oui, effectivement, je m'en souviens. Ça m'avait traumatisé. C'est une émission qui s'appelait Le Critérium du film fantastique en 1960. C'est-à-dire que c'était une émission qui était présentée par Marcel L'Herbier, le réalisateur. Donc le réalisateur de Nuit Fantastique, L'Argent, L'Inhumaine, Eldorado. Et le principe était simple. Pendant 6 mois et pendant 10 émissions d'affilée, on allait voir un film qui allait être soumis à un panel de téléspectateurs. Donc c'est un peu compliqué, mais telle région devait voter pour dire s'ils ont aimé ou pas le film de ce soir. Et à la fin, on élisait le meilleur film. Et dans les films, il y avait des films comme Alice au Pays des Merveilles. Donc il y a une version française de Lou Burin, Dallas Bauer et Marc Morette. Il y a eu un film de Marcel Carné, Le pays d'où je viens, Les Belles de nuit de René Clair. Souvent, c'était accompagné d'un
soit du réalisateur, soit d'un membre de l'équipe, soit d'un spécialiste qui venait parler de ça, et le film était admis. Ça a beaucoup marqué Jean-Pierre, qui m'avait dit « Ah oui, je me souviens, il me faisait peur, il me fascinait, ce présentateur », et c'est quelque chose qui a un petit peu, selon lui, décloisonné, en tout cas son goût, et lui a permis de dire « Tiens, le cinéma fantastique est assez... le cinéma de l'imaginaire, plus exactement, et m'intéresse ». Et c'était une personne qui présentait, assise, en personnifiant ses émissions, et voilà, je voulais le citer parce que j'avais... voilà, c'est pas dans le livre, et surtout c'est quelque chose qui fait que, à mon avis, le secret, c'est d'avoir un passeur pour tout ça. Soit quelqu'un qui va essayer de faire ou une équipe qui va faire le bilan en disant bon, ça c'était bien, ça existait, voilà comment ça s'est passé à l'époque. Effectivement, il y avait de rajouter ces détails, etc. quand on fait des présentations, mais toute l'appareil critique est assez important aujourd'hui pour avoir un regard sur ce cinéma-là ou toute culture. Et c'est ce qu'on aura un peu fait ce soir. Et on va devoir du coup conclure pour de bon. Donc merci à toutes et à tous d'être venus. Merci d'avoir participé. Merci à vous aussi de vous être joints à nous. Et puis j'espère que vous ne ferez pas trop de cauchemars ce soir. Il faudrait aussi remercier Madame Gonard, Madame Paul qui nous accueille et Marie Poulabernier pour la documentation, aussi le montage et la régie. Et merci, et je vous donne rendez-vous pour ma part le 5 février, toujours dans une collaboration avec les étudiants. Ça sera les étudiants du CFJ, le Centre de formation des journalistes, qui nous accueilleront chez eux au CFJ, c'est dans le 12e, et on parlera des liens entre la télévision et les militants pour la préservation des océans. Et vous allez voir que c'est une histoire un petit peu heurtée, avec des allées et venues, des allers-retours entre la télévision et les militants. Voilà, une histoire un peu méconnue, qui ne se résume pas à Cousteau, et vous le découvrirez le 5 février.